Le premier acteur mondial de la mobilité auto, c'est Uber, qui ne possède pas de véhicule. Le premier acteur mondial du logement de tourisme, c'est Airbnb, qui ne possède pas de logement. Le premier diffuseur de flux vidéo, c'est YouTube, qui n'en produit pas. Et le premier diffuseur, finalement, de cinéma à la télévision, c'est devenu Netflix, qui n'a jamais négocié une fréquence, jamais négocié une présence. Donc, tout change. Et même la notion de capital, au sens que l'a défini Karl Marx, c'est surtout une transformation des modèles économiques qui proposent des ruptures aujourd'hui. Et donc, il faut mener cette transformation. Ça porte par la transformation des entreprises, des cultures, des compétences, des marchés. Et finalement, c'est un peu le grand cheval de bataille de beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et je pense qu'autour de cette table, que ce soit Accor, La Poste, EDF, il y a une démarche de transformation basée sur le numérique qui est structurante. Et on sait d'ailleurs que ces transformations, elles réussissent quand, à la tête de ces entreprises, le ton est donné et, je dirais, les leaders donnent la direction. Ces transformations aussi, et c'est l'objet de notre tableau, sont parfois catalysées par des grands projets. Et finalement, le Grand Paris, c'est bien sûr un enjeu pour la région Île-de-France, pour ses habitants, mais c'est aussi en fait un enjeu dans la démarche de transformation pour les acteurs privés, les entreprises qui y contribuent. La première chose qui est extrêmement importante à comprendre, c'est que cette révolution, que moi j'appelle une mutation numérique, elle a un certain nombre de pots communs. Et dans ces pots communs, il y en a au moins 3, et qu'il faut ne jamais oublier. Enfin, il y en a 4. Il y en a une première, c'est que 80% de toutes les sociétés qui se sont créées dans ce monde-là se sont créées sur une page blanche. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'héritage, ni de process, ni de personnel, ni d'actifs, d'inventaire, de parts de marché. Deuxième chose très importante, c'est que 80% de toutes ces sociétés qui se sont mises dans ce monde digital numérique ont été créées par des gens de moins de 35 ans. Troisième chose en commun, elles sont toutes basées sur une technologie avancée, efficiente, ergonomique, meilleure que la technologie utilisée par les industries traditionnelles. La quatrième chose en commun, c'est qu'elles ont tout un territoire de chasse qui est mondial, et donc dans lequel la rapidité de dispersion, enfin, est extrêmement, pas de dispersion, de diversification est extrêmement forte, dans lequel c'est vrai que vous avez eu des leaders mondiaux, que peuvent être Airbnb, Uber et autres, et qui se sont créés un leadership mondial entre 5 ans et 10 ans, là où ça nous a tous pris au moins 50 ans pour avoir ce même leadership mondial. Quand vous analysez ça, vous vous dites aussi autre chose qui est extrêmement forte. C'est que si nous voulons nous comprendre, anticiper, embrasser cette mutation numérique, ce que je souhaite, parce que je ne veux surtout pas la subir, il faut aussi qu'on se dise que tous ces acteurs-là ont quelque chose de très différent de l'industrie traditionnelle. C'est que notre industrie, et Accor est exactement comme les autres, est une industrie qui est basée sur un système pyramidal, un système hiérarchique, ce que les Américains appellent top-down, dans lequel l'ancienneté prime sur la jeunesse, dans lequel l'information est jalousement gardée par le plus senior parce que ça lui donne un statut. Alors que toutes ces sociétés auxquelles on fait face sont exactement dans un mode inverse. C'est un rapport de flux, ce n'est pas un rapport de force, dans lequel ils réfléchissent en réseau, dans lequel l'intelligence collective prime, dans lequel aucune information n'est gardée, mais elle est partagée. Deuxième chose extrêmement importante en termes de révolution, c'est que pendant des années, nous comme les autres, en tout cas sur le 18, 19, 20e siècle, on a tous réfléchi sur comment inventer un produit, une marque, un concept, et après on s'est débrouillé à le vendre. C'était ce qu'on dit entre inside to outside thinking. Toutes les années qui sont devant nous, et ce depuis 15 ans, c'est exactement le système de réflexion inverse. On réfléchit qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter la vie des uns et des autres, et après on se débrouille pour l'inventer. Donc quand je vous dis tout ça, c'est que c'est une remise en cause énorme, profonde, de qui nous sommes, de la façon dont nous voyons. Et le plus important de tout ça, après je m'arrête, c'est que cette révolution ou cette mutation, si on veut la mettre en place, et si je prends chez moi 230 000 collaborateurs, ça ne marchera que si on fait preuve d'une énorme pédagogie pour expliquer pourquoi cette révolution impacte un certain nombre de changements de mode de réflexion, de process, parce que mes 230 000 personnes, 80% d'entre eux ne comprennent pas ça.
Et donc la capacité d'exécuter cette transformation ne passe que par une compréhension commune sur un diagnostic, sur une architecture et sur un plan d'exécution. Et ça va prendre du temps d'emmener parce que nous ne sommes pas partis sur une page blanche, donc nous n'avons pas la même agilité que ceux qui sont créés autour de nous. Voilà. Le monde bouge à force d'une déréglementation, d'une dérégulation à marche forcée, dont on voit d'ailleurs des effets positifs, mais pas que des effets positifs, et puis à cause aussi de l'innovation. Et donc, ce qu'EDF essaye de viser, c'est d'accélérer sa transformation avec 3 moteurs de transformation principaux. Je dirais d'abord une ambition humaine. On ne part pas d'une page blanche, c'est clair, pour reprendre ce que disait Sébastien. Une ambition humaine, une ambition de compétitivité. Nous devons faire en sorte que nous accompagnons tous nos clients dans l'efficacité énergétique, la compétitivité, notamment pour les entreprises. Et puis, une transformation à base d'innovation. Et l'innovation est l'un des moteurs clés de la transformation de l'entreprise. Au sein de l'innovation, de cette mutation qui est en fait assez rapide, plus que ce qu'on pourrait croire de l'extérieur, moins peut-être que dans d'autres secteurs qui sont déjà en risque d'ubérisation. Nous le craignons, mais nous ne le vivons pas encore. Le numérique joue un rôle essentiel, comme jouent un rôle essentiel les technologies de la transition énergétique. Donc le numérique et la transition énergétique vont évidemment de pair, et nous avons de nombreuses actions pour essayer de rester ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le principal acteur français, le principal acteur européen de la transition énergétique, le premier producteur européen d'énergie renouvelable, on ne le sait pas assez. Je crois que notre objectif, c'est d'utiliser le numérique pour continuer à jouer ce rôle, même si nous ne partons pas d'une page blanche. What else, j'allais dire. What next, plutôt. La première chose, c'est qu'il y a 2 convictions. La première, nous ne sommes pas dans une position de victime, nous ne sommes pas dans la plainte. Le numérique est une chance pour la Poste, puisque le numérique est le nouveau nom du réel et que nous rentrons dans un 21e siècle qui sera numérique. C'est donc une attitude globale, offensive, qui se traduit non seulement par, et je vous en remercie, les nouvelles, ces innovations que nous avons lancées, cette communication sur le numérique, mais la prise en charge du numérique par nos salariés. Et vous avez parlé de Factéo, je crois que ça vaut la peine d'y insister. Les 90 000 facteurs de ce pays, et évidemment les milliers de facteurs de la région Île-de-France, ont maintenant tous 2 outils de travail, un véhicule, souvent électrique, Jean-Bernard. La première flotte de véhicules électriques au monde est en France, c'est la nôtre. Et ils ont tous un outil de travail qui est un smartphone, ce qui résout le sujet de la fracture numérique, parce que si ces 90 000 personnes ont un smartphone, ils basculent dans le numérique. Donc c'est l'idée que le numérique fait partie de l'avenir et de la proposition postale. La deuxième chose, et Christian Nibourel et le préfet de région en ont parlé, pour innover, il faut surprendre. Et j'aime donc très bien la surprise qui surgit lorsque nous disons que nous sommes les leaders d'une certaine innovation numérique, que nous sommes capables de mettre en place les processus numériques qui vous permettent à toutes et à tous de renvoyer le colis à partir de chez vous. Vous avez parlé de Domino. Nous parlons également de l'association des startups avec nous. Et il y a finalement chez nous 3 formes d'innovation concrètes. La première, c'est l'innovation native. La deuxième, c'est que nous avons été capables d'intégrer des startups à l'intérieur de la Poste. Ils sont devenus postiers et ils restent entrepreneurs. C'est par exemple Pickup, les stations de relais. C'est par exemple Restoin. Nous sommes maintenant le propriétaire de Restoin, qui est une plateforme de livraison de repas de restaurants à domicile. Ou alors, c'est tout notre mouvement d'association dans l'Internet des objets, où nous avons rassemblé autour de nous des startups et nous verrons comment travailler avec elles.